Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Répond du mois de janvier. Ce mois-ci, on vous a demandé quels étaient vos objectifs et si on pouvait répondre à vos questions pour pouvoir y arriver. Donc, on va voir ça, Alex? Bah ouais, c'est parti. Allez. Première question, c'est pour toi, Alex. C'est de la part de Louis Roger 9659. Salut les gars, je voudrais une idée de quels entraînements faire pour Paris-Roubaix Challenge 70 km. Je suis débutant. Toi, tu connais bien Paris-Roubaix? Ouais, c'est vrai que je l'ai fait chez les pros et donc alors Paris-Roubaix c'est une course à part et même Paris-Roubaix Challenge c'est une cyclo-sportive à part. Voilà, c'est l'une des plus dures de l'année avec celle du Tour des Flandres. Donc tu vas faire le 70 km, donc c'est un très bon choix pour débuter. C'est une très bonne idée de débuter là-dessus et pas sur le volume plus élevé. Alors, en termes d'entraînement, pour Paris-Roubaix, il n'y a pas vraiment d'entraînement spécifique, mis à part apprendre à rouler sur des pavés. Voilà, il n'y a pas d'entraînement réellement spécifique, du moins pour Paris-Roubaix Challenge. Voilà, c'est une cyclo-sportive, tu vas la faire à la vitesse à laquelle tu souhaites la faire. C'est pas une course avec un rythme imposé, comme chez les professionnels ou même par exemple sur Paris-Roubaix Espoir ou Junior. Donc il n'y a pas vraiment d'entraînement pur, si ce n'est que tu peux t'entraîner à essayer de rouler assez vite sur des laps de 5 minutes. En général, hein, c'est la durée de l'approche d'un secteur, plus le secteur, plus la sortie du secteur. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'entraînement spécifique à Roubaix, du moins pour Paris-Roubaix Challenge. La seule petite... les seuls conseils que je peux te donner, c'est d'adapter ton vélo à Paris-Roubaix, donc pour les pavés, avec notamment des plus grosses sections. Donc si tu mets une section de 30 ou 32 sur ton vélo, c'est pas mal. Si tu l'as en tubeless, ce serait l'idéal, ou alors avec des chambres à air renforcées. Ensuite, tu peux mettre des porte-bidons un peu plus serrés, ou alors il existe aussi des porte-bidons avec des réglages BOA. Ça permet de ne pas perdre ses bidons et c'est quand même vachement bête. Chez les pros c'est pas un souci, ou même en cours c'est pas un souci parce qu'il y a des assistants à la fin des secteurs. Mais par contre c'est vrai que là tu vas pas pouvoir t'arrêter, récupérer ton bidon tous les 5 minutes. Et ensuite tu peux installer une double guidoline avec du gel et également dans ton guidon. Et après, petit conseil pour rouler sur les pavés, toujours rouler sur le dessus du pavé et non pas sur les côtés, parce que sur les côtés il y a beaucoup plus de chances de crever. Voilà, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Allez, on va passer à la deuxième question qui est pour toi, Max. Donc, une question de Antoine. Salut, vous auriez une technique pour progresser sans capteur de puissance? Je sais que c'est pas évident, mais aucune envie d'investir là-dedans et d'en devenir dépendant. Mais bon, honnêtement, je comprends totalement, parce qu'un capteur de puissance, je crois que le moins cher, neuf, vaut aux alentours des 300 €, 300-350 €. Ça peut aller jusqu'à plus de 1000 €, donc c'est vraiment pas donné comme capteur. Par contre, un capteur cardio peut faire largement le boulot. Ouais. Ça va permettre d'identifier les zones à travailler pour pouvoir suivre des programmes d'entraînement. Si c'est vraiment pour de la progression, ça va permettre aussi de analyser les statistiques directement sur des plateformes comme Strava. Donc ça c'est bien, c'est déjà pas mal de statistiques à analyser. Puis en plus du cardio, toujours faire avec ses sensations et se noter ses sorties et ses sensations sur une échelle de 10, c'est ce que je conseille, ce qui est pas mal. Sur Zwift par exemple, c'est ce qu'il propose, c'est de noter de 0 à 10 son effort, sachant que 8 est la FTP, donc la puissance maximum sur 20 minutes, et 10 c'est un sprint pour gagner une étape du tour. Donc voilà, avec le cardio plus l'échelle de sensations, normalement tu devrais largement avoir de quoi analyser tes entraînements et progresser sur le vélo. Exactement. Donc on va passer à la question suivante, qui est pour moi. Qui est pour toi, c'est de la part de Mathieu DP62. 62, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Donc la question, salut les gaziers, je me lance en 2024 sur la cinglée des Ventoux, donc 3 montées du Ventoux. Vous auriez des conseils sur les entraînements à suivre, à savoir que je vis dans une région dépourvue de col, le 62. Merci. Bon, évidemment, je connais très bien cette région, j'y suis né, j'y ai grandi. Donc le Pas-de-Calais,
c'est plutôt un département d'ailleurs qu'une région. Donc le Pas-de-Calais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cols. À la limite vers Lens, il y a peut-être un terril ou deux que tu peux monter, et encore il faut un gravel. Mais c'est vrai que c'est compliqué de s'entraîner pour de la montagne. Dans le 62. Alors honnêtement, le home trainer sera ton meilleur allié. Si tu peux enchaîner l'Alpe de Zwift une paire de fois, ou alors sur Rouvy comme Max l'a fait, le Stelvio, il y a plein de cols. Voilà. Le Ventoux, le Grossglockner, ça fait autant, voire même un poil plus que les cinglés du Ventoux. Exactement. Après, voilà, le tout, c'est de s'entraîner à rouler à la puissance à laquelle tu vas faire tes montées. C'est le plus important, et surtout, voilà, si tu as le kicker climb par exemple, ou voilà, il y en a d'autres de systèmes, de même système, qui montent ta fourche. En fait, ton vélo va se pencher de la même façon et va avoir le même pourcentage que sur la route. Donc ça, en fait, c'est une position qui est pas naturelle et qui à la longue peut poser justement certains problèmes, surtout qu'on n'est pas habitué. Après voilà, il n'y a pas vraiment d'entraînement si ce n'est de faire un petit peu de force au max pour aller dans les bosses avant quoi. Voilà, et s'entraîner en danseuse, si je peux compléter ta réponse. Exactement. Parce que dans le Ventoux, on est très souvent danseuse. Ouais. Donc nouvelle question pour toi, Alex. De User WO3 et tout ça, c'est les pseudos automatiques. Ça. Salut les gars, quand il fait très chaud ou en course, je n'arrive pas à manger de barres de céréales. Que me conseillez-vous de plus facile à manger en course et sous chaleur? Merci pour vos vidéos. Donc merci déjà. Ouais, merci beaucoup. Alors, si tu n'arrives pas à manger de barres, pas de souci, il y a des petites techniques pour apprendre à les manger rapidement. Alors si tu es à fond et que tu n'arrives pas à respirer, etc., en fait tu peux, même s'il fait très chaud, tu peux essayer de les caler, de les croquer, de les caler dans les gencives. Ça permet de respirer et en fait elle va fondre progressivement et au moins tu auras du solide à l'intérieur du ventre à un moment donné. Voilà, ça c'est quand même important sur des longs efforts d'avoir un minimum de solide. Ensuite, si tu n'arrives pas à manger du tout, ce que tu vas faire c'est soit boire donc des poudres énergétiques ou alors avec aussi soit des gels. Au niveau des marques, il y en a, il y en a plein, mais celle que je préconise tout le temps, c'est Morten, SIS Beta Fuel, uniquement la gamme Beta Fuel, et ensuite il y a Fuel Plus, il y a Précision, il y en a d'autres, il y a Endurance, voilà, ça fait partie des top marques et où l'apport glucidique est vraiment très important, très intéressant, et surtout l'absorption des glucides est vraiment au top. Donc voilà. Donc on va passer à la question suivante avec pareil user NF1BZ6JV4P. Ça c'est incognito. Full speed. Donc salut les gars et salut les gars et vous, quels sont vos objectifs pour cette saison? Continuez, vous êtes super. Alors Max. Bon déjà merci hein. C'est dans vous êtes super, ça doit être en partie pour moi. Donc je suis très content. Question objectif pour moi cette année, ça va être encore de l'ultra distance, hein, parce que clairement c'est ce que je préfère, hein, de rouler très vite, très longtemps, pas très vite. Lapsus. Je vais attaquer la saison sur la Desertus Bicus, donc c'est Anglette, Portugal. Ensuite, je fais la Traca 560 3 semaines après. Donc, c'est une boucle de 500 km autour de Gérone en gravel. Je vais continuer sur la Baza Juan, Pays Basque en gravel avec le désert de Bardenas et d'autres montagnes basques en gravel. Et je finirai au sud de l'Espagne à Badlands en gravel toujours 800 km. Et après, j'ai plus de congés, hein. Donc je peux plus en faire. Et toi, Alex? Alors moi j'ai plusieurs casquettes l'année prochaine, donc j'ai les courses de gravel normalement qui devront se dérouler. Ensuite avec toutes les gravel Earth Series, etc. Hein, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Ensuite je vais avoir le championnat du monde, la course pour moi la plus importante de l'année sera le championnat du monde à Taupo en Nouvelle-Zélande. Champion. Sur le format 70.3 en Ironman. Et j'essaierai aussi donc d'aller chercher une victoire avant pendant la saison sur le même format. Et puis après au niveau du duathlon, voilà, j'ai le format S, donc sprint en duathlon, où là j'essaierai pareil d'aller chercher enfin une première victoire sur une première division nationale 1. Donc voilà. Ça serait bien qu'on rajoute un peu des coupes là derrière. Exactement. Exactement.
Bon, allez, on enchaîne avec la question pour toi, Max de RDP 7174. Salut à tous les baroudeurs de JCN, j'ai pour objectif l'étape du Tour France et j'aimerais des conseils ou des tips pour ce challenge. C'est ma première cyclo-sportive, merci beaucoup à vous. Alors, première cyclo-sportive, j'ai été remis dans le bain grâce à GCN des cyclo-sportives l'an dernier sur la Schleck Grand Fondo. Attention, l'étape du Tour c'est à peu près le même type de course mais avec beaucoup plus de dénivelé. Bon, moi c'était au Luxembourg, hein, forcément. Il y a beaucoup plus de dénivelé, vous allez être beaucoup au départ et tu vas devoir rouler dans les roues. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on n'a pas l'habitude de rouler en peloton, c'est les coups de frein, c'est les virages, les mouvements des autres coureurs qui peuvent être très imprévisibles et brutaux. Clairement, par exemple, un peloton, quand il arrive dans une descente sur un virage, il y a toujours des personnes qui veulent freiner un peu plus tard, puis finalement en fait on freine beaucoup trop tard, on est pris dans l'élan. Au niveau de l'effort, c'est pareil, ça fait une ambiance générale très sportive, tout le monde va vouloir se dépasser et on s'oublie en fait, on ne s'écoute pas, on a tendance à rouler trop vite sur ce genre de course, mais en même temps on a l'impression en peloton c'est d'être un coureur du Tour de France, d'être à la télé sur France 3. Moi je trouve ça vraiment fantastique et les premières, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie des courses comme ça, mais à chaque fois c'est exceptionnel, on se sent pousser des ailes. Mais justement attention à ne pas avoir trop d'ailes qui poussent dans votre dos et restez dans vos zones. Prenez le temps de vous alimenter, de boire, potentiellement de vous arrêter au ravitaillement, ça c'est bien. Pour pouvoir être sûr d'arriver au bout entier et encore capable de pouvoir rester debout. Faut y aller avec précaution. On a fait 2-3 vidéos pendant la Schleck Grand Fondo qui peuvent aider. Ouais. Je t'invite à aller les regarder justement. Bah oui. Allez, on continue et on enchaîne avec la question de Dadoutek. Salut l'équipe, mon objectif est le Mont Ventoux. Des conseils pour le préparer au mieux. Niveau nutrition et boisson, que prendre? Alors bon, je commence. Le Ventoux, c'est chez moi. Exactement. Comment préparer le Ventoux? Bon, déjà, il faut choisir son côté. Il y a 3 montées sur le Ventoux. La plus facile, mais la plus longue, c'est Parceau. Ensuite, on a Malocène et Bédouin. Malocène, elle va être non régulière. Elle va être non régulière avec un petit replat au milieu. Pas vraiment plat, mais un peu moins de pente au milieu. Celle de Bédouin est pour moi la plus régulière, mais c'est aussi la plus raide. Le Ventoux, dans tous les cas, se fait 1600 mètres de dénivelé à gravir en 20 km. Un peu plus pour le côté de Parceau, ça fait 24 ou 25. Le mieux pour s'y préparer, c'est de s'entraîner. Hein. S'entraîner. Ça, c'est bien dit. Rouler avec du vent, ça va être un effort très dur, entre 1h30 et 2h30, suivant le niveau. Et voilà, hein, c'est un long moment à passer en danseuse, mais qui va être exceptionnel parce que le Ventoux, quand même, ça fait très plaisir. Attention à la température, que ce soit positive ou négative, parce que ça monte à 2000 d'altitude, donc ça peut vite changer au niveau en intersaison, au mois de mai ou au mois d'octobre, ça peut être un peu compliqué. Plutôt au niveau... alors niveau nutrition et boissons, que prendre? Alors là, tout dépend du nombre de kilomètres que tu vas faire avant le Mont Ventoux, mais voilà, si ça reste le Mont Ventoux en lui-même, et même avant, hein, de toute façon. Niveau nutrition et boissons, les boissons, hein, j'ai dit dans une question auparavant, bien s'alimenter, bien s'hydrater et avec surtout les mêmes marques qu'avant, donc Morten, SIS, etc. Et surtout pour ce genre d'effort, uniquement des gels, pas besoin de barres. Les gels feront largement l'affaire. Voilà. Totalement. Niveau hydratation, c'est vrai qu'à Bédouin, il y a pas mal de café pour aller s'hydrater avant le Ventoux, c'est déjà pas mal. Petite question pour toi maintenant, Alex, de Bradmix75. Salut, gros projet pour l'année 2024, l'Ironman de Nice, le 16 juin en full. Je suis à environ 10 heures, 6 entraînements par semaine, 3 courses à pied, 2 vélos, 1 natation,
À partir de quand faut-il vraiment augmenter sérieusement le volume d'entraînement, surtout en natte, point d'interrogation. Surtout en natte. Merci à vous les gars. Bah alors déjà, ce projet, il me plaît beaucoup. Franchement, c'est top. Bah alors évidemment, hein, tu t'apprêtes à vivre un grand moment d'émotion et de fierté quand tu passeras la ligne, je l'espère, du finisher. Et on aura le fameux speaker qui dira « You are an Iron Man ». Et ça, c'est la classe, mec. Il le dit à tous les participants? Pratiquement tous, ouais. Ok. Ouais. Et quand c'est ton premier Ironman, t'as une petite cloche à sonner avant de passer la ligne. Et ça, c'est ouf. Donc voilà, bah alors pourquoi émotion? Parce que même si j'ai pas encore fait de full, j'ai l'un de mes meilleurs copains qui est mon meilleur ami, hein, clairement, qui a lui fait Nice quand j'ai fait le 70.3, qui lui a fait le full. Et même moi, j'étais ému de le voir aussi, ému d'être aussi fier de lui en fait, parce que c'est quand même un accomplissement, un Ironman, c'est pas rien. Oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Ironman, on vous le remémore de suite, c'est 3 km 800 de natation, 180 km à vélo, et puis on enchaîne avec un petit marathon, 42 km 195, parce que c'est marrant de finir par un marathon. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures de course. Les premiers à Nice, ils sont à 8 heures déjà. Donc le commun énorme des mortels est plus sur les alentours de 15 heures. C'est très costaud, honnêtement. Ça fait beaucoup d'heures de selle et beaucoup d'heures à pied et beaucoup d'heures dans l'eau. Mais après, ouais, c'est un super événement. En plus, Nice, il est vraiment très beau. Et voilà, après de toi à en chier quand même sur la promenade des Anglais parce que c'est très dur, même pendant le 73 c'est dur. Mais sinon voilà, ça va être un super moment. Donc à partir de quand faut-il vraiment augmenter sérieusement le volume d'entraînement et surtout en natte? Alors la natte tu peux y commencer maintenant. Voilà, c'est maintenant tu peux y aller parce que plus tu vas nager et mieux c'est. C'est vrai qu'une natte par semaine c'est pas énorme. Alors tout dépend du temps que tu as à y consacrer, mais je te conseille de nager au moins 3 fois semaine pour déjà progresser et avoir le maximum d'appui parce que les appuis en natation, c'est bien connu de tous les nageurs, c'est l'élément, c'est l'étape reine en fait. Voilà, avoir plus d'appui ça fait avancer plus vite et après voilà, si t'as pas trop le temps, quand tu fais tes 3 natations, essaie de nager vraiment beaucoup de volume. Faut mieux faire 3 fois 6 km 3 fois 6000 plutôt que 7 fois dans la semaine mais nager 7 fois 1000 quoi. Donc voilà, c'est ce point là sur la natte. Au niveau du vélo, tu peux peut-être essayer de rajouter un petit vélo et après en cap déjà 3 caps c'est déjà pas mal. Sauf si tu fais un footing et 2 séances, c'est déjà très bien. Après en termes de volume, 10 heures d'entraînement c'est déjà pas si mal. Et après faut voir selon ton emploi du temps, à combien d'heures tu peux rajouter. Évidemment, plus t'en fais, mieux c'est, et surtout pour des Ironman. Voilà, le tout c'est d'avoir un très bon volume à pied, parce que la partie la plus dure reste quand même le marathon, du moins physiquement. Après avoir roulé autant, même si c'est vrai que le vélo c'est là où on y passe le plus de temps, donc faut pas non plus le négliger. En fait c'est vrai qu'en triathlon faut rien négliger, c'est super dur. Merci. Donc voilà, j'espère que tu seras finisher et que tu réussiras cette bel accomplissement de 2024. Ensuite Max, j'ai une question pour toi. Marc M34, salut, je débute dans l'ultra distance. Avez-vous des conseils pour l'alimentation pendant les sorties? Je voudrais éviter les premières fringales. Merci d'avance et joyeuses fêtes à vous et toute l'équipe GCN. Donc j'espère aussi que Marc, tu as passé de très bonnes fêtes. Débuter dans l'ultra distance en 2024, c'est une très bonne idée parce que c'est clairement une discipline qui est fantastique, hein. Beaucoup plus que le triathlon, hein. Rien à voir, c'est deux disciplines complètement opposées. Par contre, l'ultra-distance, comment s'organiser pour l'alimentation pendant les sorties? De toute façon, en partant sur de l'ultra-distance, au bout de 10 heures, c'est une chose. Au niveau alimentation, au bout de 20 heures, au bout de 30 heures, 40 heures, à chaque fois, ça va changer. Donc, le seul conseil que je peux vraiment te donner, c'est d'avoir une nourriture la plus variée dans tes poches et en quantité. C'est-à-dire que sur les 10 premières heures, tu vas peut-être pouvoir uniquement manger du sucre. Ensuite, tu vas passer sur des barres. Ensuite, il va faire trop chaud, tu ne pourras plus manger de barres. Tu vas passer sur des poudres, des gels, voilà, des purées.
Le but est de trouver ton équilibre par rapport au nombre d'heures. Voilà, parce que à chaque fois, tu seras toujours dégoûté d'un aliment à un moment ou un autre dans l'ultra. Moi, généralement, je prends énormément de marques différentes pour être sûr d'avoir quelque chose qui me donne envie à un moment. Et pour éviter les fringales, pour éviter les premières fringales, ben en fait, je pense qu'il te faut faire des fringales au début de ton entraînement. Ça t'aidera à comprendre où sont tes limites. Ça t'aidera également à pouvoir les gérer. Et ne prends pas trop de risques quand même, parce que quand débrouille-toi pour faire une fringale, pas trop loin de chez toi, pas loin d'une boulangerie, un samedi où c'est ouvert, et pas entre midi et deux. Voilà. Non, mais clairement, hein, ça apprend. Moi, ça m'arrive chaque année, au début d'année. En début d'année, ça repart. Je me rappelle d'une où j'ai dû manger 2 gâteaux basques d'affilée parce qu'il me restait 20 km à faire, je n'arrivais pas à rentrer. Mais par contre, voilà, maintenant je connais les signaux que m'envoie mon corps juste avant et du coup, ça me permet d'anticiper facilement. À la crème, le gâteau basque? Évidemment. Ouais. Prochaine question, c'est pour toi, Alex, de Guillaume. Hello, merci pour vos vidéos, la dynamique est géniale. Est-ce possible de concilier progression en vélo et de se préparer en même temps pour un triathlon Half Ironman dans la saison? Tu l'as bien dit, hein? Half Ironman. Je connais les abréviations maintenant. C'est bien. Bah alors, c'est vrai que déjà, progresser en vélo et préparer un Ironman, évidemment, que ça peut se poser cette question, mais oui, tu peux bien concilier les deux en même temps, il n'y a aucun souci. Alors voilà, par contre quand tu dis progression en vélo, tout dépend de quelle progression tu parles. Est-ce que c'est vraiment une progression uniquement basée pour des efforts et des courses de vélo, ou alors est-ce que c'est une progression basée uniquement sur du vélo mais pour des courses de triathlon? Parce que les deux efforts sont totalement différents, les filières sont pas les mêmes. Exemple, en triathlon, on va beaucoup rouler en course au tempo selon les formats. Donc là, format half, c'est du tempo. Et par contre, alors qu'une course de vélo pure, voilà, on va vraiment aller travailler d'autres filières et des intensités beaucoup plus hautes, notamment la PMA, le lactique, etc. Donc ce sont vraiment deux formats différents, il faut bien les écarter, les filières ne sont pas les mêmes, mais par contre oui, même si tu travailles uniquement pour des courses de vélo, tu peux faire progresser ton niveau pour des courses Ironman et tempo, etc. Tous les bornes que tu fais, les intensités que tu fais vont vont t'aider à progresser, peu importe ce que tu fais. Après voilà, si tu fais des courses de vélo mais que tu t'entraînes que sur des intensités d'Ironman ou d'Half Ironman, ça va être un peu plus compliqué sur les courses de vélo pur. C'est plus facile de faire des intensités pour le vélo, pour les courses uniquement de vélo, et venir sur du tempo. Voilà. Ok, merci Alex pour cette expertise en triathlon. On a fait le tour de vos questions pour ce GCN Répond du mois de janvier. Dans quelques courtes semaines, on vous posera la question pour février. Quelles sont vos questions pour pouvoir y répondre et essayer de vous aider là-dedans. Nous, dans tous les cas, on vous dit à très vite sur GCN en français. Bye bye. Ciao.